Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de novembre 2018. Alors voilà, c'est parti pour le bilan lecture. J'ai lu à peu près, il me semble, 8 romans pendant le mois de novembre, ce qui est déjà pas mal. Je crois qu'il y avait des bons gros bouquins quand même, donc c'est plutôt cool aussi. Je tourne cette fois-ci aux alentours de midi pour avoir plus de lumière que la dernière fois. Oui, je suis désolée, c'était sombre. Une fois que je m'en suis rendu compte, j'étais juste énervée au possible. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour le manque de luminosité la dernière fois, pour le manque de netteté de la vidéo que ça a engendré. J'espère que cette fois-ci, ça sera plus agréable à regarder. Et du coup, maintenant, je vais vous présenter tout ce que j'ai lu et voilà. Alors, je vous avais laissé le mois dernier, il me semble, avec le tome 2 de La Dernière Nymphe de Marjorie Burbeau. Donc, il me semble que c'était Splendoré. Donc voilà, je vais vous présenter le tome 2 et le tome 3 en même temps puisque je les ai lus à la suite, donc ça sera plus simple dans ma tête pour vous faire des résumés et pour vous donner mes impressions puisque de fait c'était la même histoire. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet univers, cette trilogie. Je me suis vraiment laissée transporter, que ça soit par l'aspect fantastique, Big Lit ou tout ça, ou par le côté romance et voilà par l'intrigue. Il y avait vraiment beaucoup d'aspects qui étaient vraiment géniaux. Plus ça va, plus c'est sombre et en même temps plus il y a une lueur d'espoir qui surgit et j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que les relations étaient vraiment complexes. La situation de la dernière nymphe est vraiment très complexe aussi, donc j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment une trilogie que je vous conseille vraiment, ça se lit vite. C'est un univers voilà, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et vraiment les choix de l'auteur sont assez particuliers, donc je pense que ça vaut le détour parce que c'est assez... ouais, je trouve que c'est vraiment original et je pense que ça mérite d'être lu. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, sinon que c'est assez... c'est même, non, c'est très addictif. Donc faites attention si vous commencez à lire le bouquin, prévoyez-vous des longues plages pour lire parce que vous risquez d'être frustré sinon. Mais sinon voilà, je peux pas vous en dire plus, si ce n'est que ben foncez dessus. Après ça, j'ai enchaîné avec de la fantasy, avec un bouquin dont j'avais entendu parler... Voilà, beaucoup de fois, toujours en termes très positifs. Donc je me suis lancée dans Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, donc c'est le tome 1, et ça c'est la version France Loisirs. J'ai oublié de préciser que La Dernière Nymphe c'était chez Rebelle Édition, pardon. Alors, je ne m'attendais pas du tout à autant apprécier ce livre parce que je suis un petit peu en fait le mouton qui suit pas les autres. Quand les gens apprécient un bouquin, généralement j'ai tendance à pas trop l'apprécier, à le démonter avant même déjà que le bouquin soit entre mes mains. Et là en fait je me suis dit bon, on teste. Je vais essayer de comprendre pourquoi tout le monde aime ça. Je trouve que je comprendrai pas, comme d'habitude. Mais là, franchement, j'ai carrément apprécié. Je crée un petit peu le tome 2, même si je l'ai déjà commandé et qu'il est même déjà dans ma page. Je vous l'ai présenté dans le book haul du mois dernier. Mais franchement, j'ai vraiment adhéré à l'histoire, au personnage de Fer, à Tamlin, à tout. Et je me demande, enfin, je devine quelle sera la direction que prendra le tome 2. Je me demande comment l'auteur va réussir à me convaincre que c'est bien parce que pour l'instant je suis bien dans le tome 1 et j'ai un peu peur de ce qui va advenir dans le tome 2. Parce que voilà, quand on a une idée en tête, on n'a pas envie de se... Ou un couple voilà, principal, on n'a pas envie de s'en détourner, donc il va falloir m'arracher à ce truc-là. Et je pense que ça va être compliqué. Mais en dehors de ça, l'imaginaire était un truc de fou, l'histoire d'amour était un truc de fou. Le personnage de Fer est vraiment un personnage fort qui a vécu des choses difficiles et puis qui évolue dans sa manière de voir les choses de plus en plus et je trouve ça vraiment très bien. Donc c'est vraiment un bouquin que je vous recommande. Et même si vous l'avez vu passer partout et que vous êtes comme moi en mode non, je ne lirai pas parce que tout le monde lit, non, je n'aimerais pas, c'est sûr. Je pense que c'est intéressant de donner un essai, enfin de se lancer là-dedans parce que j'ai été bluffée quoi. Et j'ai déjà le tome 3 dans ma wishlist aussi, donc j'espère vraiment que le tome 2 va me plaire. Et voilà, mais en tout cas, le tome 1 était une franche réussite et une franche surprise. Après ça, je suis passée à un tout autre genre. Je suis passée dans la romance contemporaine avec un bouquin en espagnol, donc Alguien que no esperas de Olivia Kiss. Et je crois que c'est en auto-édition. Je l'avais pris sur Amazon, mais c'est en auto-édition. Alors là, par contre, si je me souviens bien, en fait, c'est une fille qui revient dans son village natal après quelques années voilà, d'absence après ses études et elle apprend à son meilleur ami qui en fait est amoureux d'elle que ben elle va se marier et il aimerait qu'elle soit elle aimerait qu'il soit son témoin, je veux dire il est pas très d'accord, pas du tout.
Donc il va essayer de la reconquérir et voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle Alguien que no esperas, ça veut dire quelqu'un que tu n'attendais pas. Et c'est une histoire que j'ai trouvée plutôt fraîche, qui se lit vite, avec un vocabulaire qui était à ma portée, ce qui est toujours appréciable. Parce que quand je lis en espagnol, j'ai plus de difficultés qu'en anglais, même si au fil du temps ça s'améliore. Voilà, c'était une petite histoire qui était choupinette, qui m'a bien plu et que j'ai trouvé plus profonde que ce que j'attendais au départ. Parce que c'était... voilà, c'était chouette. Voilà. Je pense que je lirai d'autres bouquins d'Olivia Keys parce que ce sont des bouquins qui sont, enfin des histoires qui sont simples, sans prise de tête et qui me permettent de m'exercer. Je dirais pas beaucoup plus, mais c'était chouette. Et si ça me donne envie de lire d'autres bouquins de l'auteur, c'est que c'est pas mal. Voilà, c'était une petite romance mignonnette. Après ça, je suis repassée à du papier et je me suis plongée dans le tome 1 de Rosen, donc de Laetitia Danae aux éditions Plume Blanche. Je savais que j'allais apprécier ce bouquin, je le savais. Mais c'était trop bien, c'était trop cool. C'était trop cool et je veux le tome 2 qui devrait arriver bientôt parce qu'une copine me l'a pris dans un salon. Je veux ce tome 2. C'est la fantaisie orientale qui m'a vraiment, voilà, jeunesse et en même temps c'est... Ah, j'ai même pas les mots en fait. J'ai vraiment, on est passé tout près du coup de cœur, c'était trop bien. Et je pensais pas pouvoir apprécier un bouquin autant, si vous voulez, ce mois-ci, après avoir lu Un palais d'épines et de roses que j'avais vraiment franchement aimé. Mais là, avec Laetitia, je savais que voilà, c'était trop bien. Et clairement, c'était vraiment trop génialissime, trop bien. Donc, en fait, l'histoire, c'est Rosanne, elle est... Avec ses sœurs, en fait, elles sont envoyées pour créer une nouvelle alliance avec le peuple qui les a réduits en esclavage et pour épouser, en fait, l'un des trois fils. Donc, les trois filles vont devoir épouser un des trois fils. Ça va être plus compliqué que ça, au final, mais... Du coup, Rosanne, elle veut pas, et aucune des filles ne veut, et tout va aller en se complexifiant parce que voilà, on se croirait un petit peu dans un truc de la sélection, mais avec un univers fantasy parce que ce sont des djinns et c'était trop bien. Enfin, les djinns, tu vois, c'est un peu les génies comme on entend dans notre culture et tout. Enfin, les génies dans la lampe, mais en mieux, beaucoup mieux. Donc voilà, plus renseigné. Et du coup, le suspense est là, ça se lit très facilement. Rosanne est vraiment un personnage fort qui a un caractère bien trempé et du coup on apprécie parce que c'est pas tous les jours qu'on a des héroïnes au caractère aussi trempé et décidée à aller vers son idée même si elle fait des erreurs parce elle concocte des plans et un peu elle manipule un peu les gens mais elle n'y arrive pas et elle se rend compte de ses erreurs et c'est voilà, c'est trop bien. J'ai même plus de mots. Mais voilà, c'est trop cool et j'espère vraiment, si vous pouvez vous lancer dans cette série, faites-le parce que c'est de la bonne fantaisie française et que ça vaut le détour, largement, c'est tout. Puis j'ai trop hâte d'avoir le tome 2, vite que mon colis arrive. Après cette forte dose d'émotion, là, voilà, cet engouement pareil, parce que vous avez vu, je perds mes mots, je me suis plongée dans Un millier d'étoiles dans mon cœur de Laetitia Salérien, donc chez Nouvelle Plume, c'est-à-dire France Loisirs. Ça c'est un bouquin, donc c'est du contemporain, voilà, totalement un autre genre. C'est un bouquin que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai commencé sans réels a priori. Je me dis toujours, bon, Nouvelle Plume, voilà, ça peut donner des trucs hyper addictifs comme celui-ci, que j'ai lu jusqu'à 3h du matin alors que j'étais de mariage. Ou ça peut donner des bouquins que j'aime pas forcément. Il y a de tout. Et ben j'ai vraiment apprécié ce bouquin qui, après une centaine de pages, s'est avéré cruellement addictif alors que j'avais des choses à faire. D'ailleurs, je l'ai dit à Laetitia, ça va pas du tout le faire parce que là, j'ai plus envie de lâcher ton bouquin, donc c'est pas cool. Mais c'est trop cool. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié l'histoire de Aston et de... c'est pas Chelsea, c'est comment elle s'appelle? Madison, voilà, je connaissais son ancien nom. Il y a un mystère qui plane entre les deux parce que lui, il croit retrouver en fait sa meilleure amie qu'il a perdue de vue depuis des années, après une grande tragédie auquel il n'a pas compris grand chose. Il a perdu ses parents et elle disparaît d'un seul coup et il a perdu la fille qu'il appréciait le plus dans le monde en fait et il la retrouve par hasard sur une couverture de magazine et du coup il va reprendre contact avec elle et devenir son coloc. Sauf qu'elle s'appelle plus Chelsea, elle s'appelle Madison et qu'elle n'a aucun souvenir avant ses 10 ans. Et il va y avoir une histoire d'amour, là, trop bien. Et il va y avoir aussi ce suspense voilà, qui va grandir et ce mystère qui va finir par être dévoilé, par être résolu. Et c'était trop bien parce que même si ce sont des sujets qui sont difficiles, parce que voilà, on parle de disparition des parents, il y a eu de perte de mémoire, tout ça, il y a une grosse dose d'espoir qui arrive. Et puis en fait, c'est un roman qui est quand même très doux et assez puissant. Donc vraiment, je vous le conseille. C'est surprenant et c'est touchant. Je pense que c'est touchant et je pense que c'est vraiment à lire, il est vraiment intéressant. Donc si vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à foncer dessus parce que je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà.
À la suite de ça, je suis restée dans de la romance contemporaine, mais en anglais cette fois. Je me suis plongée dans When Dimple Met Rishi de Sandhya Menon, aux éditions Je ne sais jamais. Oh there. D'ailleurs, je crois que c'est la même que Mirage, que j'ai lu il y a pas longtemps. Bref, petit aparté. Euh, je savais que j'allais apprécier ce bouquin, j'avais beaucoup apprécié la couverture, la thématique, voilà, que Dimple, bah, en fait, elle va partir à l'université pour un camp d'été avant de commencer ses études, et elle va voir débarquer en fait Rishi qui va lui déclarer que bonjour femme, j'ai hâte de passer le restant enfin, passer le reste de ma vie avec toi. Et elle comprend pas, et en fait, elle a été promise à Richie par ses parents, selon une espèce de tradition indienne, et elle n'est pas du tout d'accord avec le truc, donc ils vont essayer de s'apprivoiser l'un et l'autre dans une amitié qui va peut-être évoluer. Et voilà, elle va essayer de lui faire comprendre que non, le mariage non. Et lui, il va essayer de lui faire comprendre que c'est important d'avoir des traditions et de vivre avec voilà, tout cet héritage culturel qu'il porte. Et c'est un roman qui est très très dynamique, très très drôle aussi, parce qu'ils font face l'un à l'autre et ils sont vraiment opposés. Et les répliques sont vraiment bien senties. Enfin, vraiment, je me suis mise à glousser plusieurs fois et ça j'apprécie énormément dans un bouquin. Donc voilà, c'est comme le montre la couverture, c'est assez punchy, c'est ouais, c'est mignon et en même temps on parle voilà de cet héritage culturel, de comment porter les traditions de sa famille sans décevoir sa famille, en trouvant sa propre identité, en conjuguant parce que ça se passe aux États-Unis, donc Dimple et Richie doivent essayer de conjuguer leur héritage hindou, indien, et toute la culture voilà, qu'ils portent de leur pays d'origine, de leur culture d'origine, de leurs parents, et cette culture qu'ils ont aux États-Unis aussi et dans laquelle ils ont grandi. Donc voilà, comment réaliser ses rêves, comment aspirer peut-être à autre chose en conjuguant ce qu'on porte déjà en nous. Donc voilà, voilà, c'était super cool. Et vous avez de la chance puisqu'il est déjà publié en français, donc sous le nom de Quand Dimple rencontre Richie, aux éditions Hachette. Ensuite, j'ai lu Mes Vuelves Loco de Isabelle Keats aux éditions, bah encore en auto-édition, voilà. Euh, Petite image ici. C'est aussi un roman en auto-édition que j'ai lu voilà, pour travailler mon espagnol et qui cette fois-ci par contre m'a posé un peu plus de problèmes. Je l'ai lu beaucoup plus rapidement que Alguien que no esperas parce que j'étais en vacances et j'ai pris une journée voilà, pour le lire, me poser et vraiment faire la carpette. Euh, Par contre, là, l'histoire m'a un petit peu dérangée. Je ne saurais même plus vous dire le nom des personnages, c'est frustrant. Toujours est-il que voilà, ils sont voisins. Elle est un petit peu, pas maniaco-dépressive, mais elle est hypochondriaque, elle a besoin de nettoyer tout le temps, elle a ces trucs, elle s'est peu à peu renfermée en fait chez elle. Et un jour, elle va débarquer chez son nouveau voisin qui lui alors est tout l'opposé. C'est un scénariste qui mange du fast-food, qui aime les pizzas, les trucs surgelés et tout, ce qui n'est pas du tout sain pour lui. Et elle va aller chez lui pour aller récupérer son chat qui a décidé de faire ses petits sous la maison ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et ils vont un peu sympathiser entre guillemets. Lui, il va un petit peu forcer la porte. Et il va peu à peu tomber amoureux d'elle parce qu'il va chercher le contact avec elle et puis elle va pas trop le repousser. Elle va accepter qu'il veuille l'aider. Et je vous avoue que j'ai un petit peu tilté parce qu'en fait, le fait est elle se renferme sur elle-même parce qu'elle a vécu une histoire d'amour difficile et une histoire de famille difficile aussi. Et elle aime pas les contacts. Elle n'aime pas déjà les contacts physiques et lui va forcer les contacts physiques. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît moyen parce qu'il force justement un truc comme ça et pour moi, c'est une agression en fait. Et puis quelque part, elle le laisse faire son. Et des fois, elle lui dit mais stop, stop, stop. Et lui, il n'arrête pas. Et pour moi, je trouve ça juste, enfin, ça passe pas. Après, j'ai essayé d'aller au-delà de ça et j'ai quand même apprécié l'histoire d'amour qui s'est tissée finalement. Même si, effectivement, jusqu'à la dernière page, on se demandait si elle était amoureuse ou pas. Mais c'était quand même une histoire touchante pour les autres aspects, voilà, pour son passé à elle qui est difficile. Lui qui apprend en fait que voilà, il n'y a pas que enfin, les filles, c'est pas tout que des défis qu'on essaie de sauter, voilà, tout ça, pour parler vulgairement. Euh, Elles sont sensibles, elles ont des choses, voilà, et puis pour ça c'était intéressant. Mais j'avoue que le roman d'Isabelle Keats m'a quand même posé question et m'a un petit peu dérangée quand même, donc je suis pas sûre que je lirai d'autres bouquins d'elle, peut-être, pour voir si elle aborde encore ce genre de soucis, enfin ce genre de thématique sans que ça me gêne. Ou voilà, dans une histoire d'amour qui me sera moins gênante pour ça. Mais j'avoue que ça m'a pas mal questionnée parce que voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, un homme qui force le contact avec une femme, non, non. Alors qu'il a des vues hein, derrière la tête, j'ai du mal. Bon, ça se transforme en amour, heureusement, mais en dehors de ça,
ouais, ça passe moyen. Donc voilà, mais c'était quand même une lecture assez intéressante qui a été plus difficile à lire que Alguien que no esperas. Et ça m'a quand même fait du bien de travailler mon espagnol, mais voilà, je reste perplexe quand même. Ouais, relativement perplexe. Et enfin, il y a un bouquin que j'ai failli oublier mais que je tiens quand même à vous présenter puisque j'ai fini d'écouter ce mois-ci Une dernière danse de Victoria Hislop, donc chez Audible, lu par Laetitia Lefebvre. Alors, c'est un bouquin encore une fois que j'ai beaucoup apprécié qui m'a énormément appris côté historique sur la guerre civile en Espagne sous Franco. C'est un bouquin qui est plus sombre que les précédents que j'ai lus de Victoria Hislop et pourtant j'ai vraiment apprécié la destinée des personnages qui se dessinent, l'aspect familial parce qu'en fait je vous explique, on suit en fait Carmen, j'ai un doute, voilà. On suit l'héroïne principale en fait qui adore danser le flamenco, qui est dans une famille normale entre guillemets d'Espagne, ses parents et elle a 3 frères qui s'entendent pas forcément, qui ont des personnalités diamétralement opposées. Et en fait, la guerre civile va se déclencher et ils vont tous quasiment prendre parti pour des partis différents. Et la famille va peu à peu s'éclater. Il y a des gens qui vont mourir. Elle va perdre ses frères. Pas tous, mais elle va... Enfin voilà. Au fur et à mesure, ça va se dessiner. Ça va être une destinée un peu tragique. Et elle est tombée, puisqu'elle est danseuse de tango, elle est tombée amoureuse d'un guitariste très doué. Javier, ça je m'en souviens. Et elle va essayer en fait d'aller le chercher à travers l'Espagne pendant cette guerre civile. Et voilà, c'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui qui un jour part en vacances avec sa meilleure amie et va voir ces photos en fait de Carmen dans un bar. Et ces photos l'intriguent, elle va apprendre son histoire et elle va se rendre compte qu'elle a peut-être... qu'il y a une vérité qui se cache derrière et qu'il y a un lien peut-être avec elle dans le présent. Donc voilà, c'est une histoire qui m'a vraiment touchée, que j'ai vraiment pris le temps d'écouter et je l'ai fait avec grande attention et vraiment je retiens parce que on n'apprend pas beaucoup de choses sur la guerre civile en Espagne et c'est quelque chose de très fort, de très douloureux aussi. Je comprends pas mieux mais je suis contente d'avoir appris des choses parce que je regrettais de ne pas connaître grand chose et là je pense que le travail de Victoria Hislop a été vraiment très fourni. Et ouais, j'en ressors un peu, pas bouleversée, mais quand même. C'est indubitablement, c'est des choses très fortes. Donc voilà, ça m'a bien marqué et je vous le conseille, que ça soit en version audible ou en version papier, il faut lire ce bouquin. Enfin, même en version numérique, voilà, en version écrite ou en version audible, il faut lire ce bouquin, il est vraiment très cool, il est un peu sombre, mais je pense que il est nécessaire de le lire et il est passionnant. Le fait est qu'il est passionnant. Voilà. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'ai lu pas mal de bouquins en numérique, puisque je viens de voir sur la table, il n'y a que 4 bouquins en papier, plutôt du numérique et de l'audible. Donc du coup, ça faisait 9 romans à vous présenter et non pas 8. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pendant le mois de novembre. N'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins qui, dans la vidéo que je viens de vous faire, vous font envie ou d'autres pas du tout. Si il y en a que vous avez lu, que vous avez aimé ou pas. On partage volontiers, encore une fois. Pardon, je ne réponds pas tout de suite aux commentaires. Un jour, je vais me poser et répondre à tous les commentaires en attente. Mais n'hésitez pas, en tout cas, je les vois et je les lis toujours avec beaucoup de plaisir. Et voilà, je vous souhaite, maintenant je peux vous le souhaiter, d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour ceux qui fêtent Noël, eh ben, fêtez bien tous ensemble, partagez. Si vous êtes en famille, profitez bien de votre famille, de ceux qui vous sont chers. Si vous ne fêtez pas Noël, ben, profitez quand même de ces fêtes de fin d'année. J'espère que ça sera quand même l'occasion pour vous de vivre des chouettes moments. Bonne fin d'année civile à tous. Si vous faites la fête, eh ben, profitez. Pour moi, ça sera au travail, mais ça sera quand même chouette. Et voilà, je vous souhaite tout de bon. Je vous souhaite aussi d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non. Merci encore et toujours d'être là. Et je vous retrouve en 2019 pour le book haul que j'espère sera chargé. Plein de poutous et à tout bientôt!